Salut à tous, c'est The Blatt et aujourd'hui je vais vous présenter la Creality iCombo. Voilà, c'est une machine de type Bambu Laba 1 avec un système multicolore qu'ils appellent CFS. Voilà, qui est un peu le même style de système multicolore que l'AMS de chez Bambu Lab. Bon, qu'est-ce qu'on a dans ce gros carton ? Alors on a le système CFS qui est fermé. Tchac. Voilà, on regardera ça plus en détail. Hop, on a le portique avec l'axe X. Et sur l'arrière, on a une grosse partie en plastique là, sur laquelle on peut venir brancher quelque chose. Je sais pas ce que c'est. On verra ça. Hop. Ensuite, on a la base, avec évidemment le plateau qui... Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un plateau aussi bougeant. Je pense qu'on va avoir des vis à vérifier. Ça dit quoi sur la tête? La tête, ça a l'air d'être bon. Plateau magnétique. Et on est sur un format plutôt pas mal, 260 par 260 et en hauteur 300. C'est plus que la A1, c'est plus que la X1 carbone, c'est plus que l'Anycubic S1, enfin voilà. C'est un format qui est entre les formats habituels qu'on a et les machines comme les artilleries qui vont être du 300 par 300 ou la K1 Max, ce genre de machine. Donc c'est intéressant comme format. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les câbles qui vont nous servir à brancher le système CFS. On a des outils pour monter tout ça. On a une petite zone de nettoyage en supplément. On a des vis, des pièces plastiques, des serre-joints, serre-machin, quoi. Pour déboucher les bus, comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, la pince à découper. On a de la documentation. On a, comme d'habitude maintenant, une quantité incroyable de filaments. Ça semble être du scotch double face, un truc dans le genre. La prise. Ça va se brancher à l'arrière du CFS avec l'entrée quadruple filament où ça se branche. Je sais pas trop, c'est bizarre. C'est bizarre parce que à l'arrière du CFS, on n'a qu'une seule sortie. Donc, et ici, bah, on n'a qu'une seule entrée. Ça me semble logique. Donc, on semble être sur un système type AMS de la X1 carbone ou de la P1S, etc. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce qu'on met en place cette chose quand on va faire le montage. On a des tubes PTFE et on a un porte-bobine. Et là, on a un petit système de guidage pour le filament. Et ben voilà, on a fait le tour de tout le matériel. Je vous ai pas fait de déballage. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien emballé. Il y avait d'abord le CFS et quelques petites choses qui étaient sur le dessus, bien emballées. Et après, en dessous, on avait un carton propre à la machine. Donc c'était vraiment très bien emballé. Après, les machines mal emballées, ça fait pas mal de temps que j'en reçois. Et à chaque fois, elles sont très bien emballées. Même si elles se prennent des coups dans le voyage et tout. Normalement, on n'a pas trop de problèmes. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après ça pour le montage de la machine. Alors, on a une documentation pour le montage de la machine. Ça n'a pas l'air très compliqué. La première chose qu'on doit faire, c'est
avancer le plateau de façon à libérer ces deux emplacements, puisque c'est là que l'on va venir placer les moteurs et ces parties métalliques qui vont venir ici. J'aime bien ces systèmes parce que on n'a pas besoin d'accéder par le dessous de la machine en fait. Si vous regardez, on va visser en fait directement ici sur le dessus, et après on va avoir une vis à mettre sur l'arrière, mais du coup on n'a pas besoin de mettre de vis par en dessous, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, il faut que j'enlève les scotch des câbles avant de bloquer tout ça, parce qu'ils sont... Sinon, je vais pas pouvoir les enlever. Hop, voilà, les scotch, c'est enlevé. Donc, je récupère mes petites vis. Il me parle de M4-8. 1, 2, 3, 4. J'imagine que ce sont celles-là. Ensuite, on récupère le bon outil. Voilà. Et on va venir visser. Donc on a deux vis ici. La première. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Hop. On serre bien les 4 vis. Et maintenant, on a une petite vis à venir insérer ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, le portique est en place. Et c'est bien costaud. Alors ensuite, on vient brancher les câbles. Hop. Donc comme vous avez pu le voir, hein, on a deux moteurs Z. Un de chaque côté. Ici, de l'autre côté, du côté gauche, on a deux câbles à brancher. Tac, un et deux. Ça, c'est fait. Ensuite, on a deux petits caches à positionner. Du coup, pour pouvoir les positionner, il faut bien faire rentrer le câble en dessous de la plaque métallique. Voilà. Clac, premier cache inséré. On fait pareil de l'autre côté. On fait bien rentrer le câble. Et on vient clipser. Alors, il se clipse pas aussi bien. Qu'est-ce qui empêche? Ouais, c'est ce câble là. C'est bizarre. Bon, je suis pas sûr que ce soit très grave si c'est pas bien mis en place. Ah. Bon, je crois que j'arriverai pas à faire mieux. Ça c'est bon, on peut passer à la suite. Maintenant, on va placer le porte-bobine ici. Donc, avant de placer
c'est le porte-bobine, on va le monter. Alors en premier lieu, on vient placer le porte-bobine ici, clac, on le tourne, c'est fixé. Et ensuite on va venir installer le guide qui se positionne ici. Vous voyez, il y a un trou là. On va venir mettre une petite vis, donc on le cale et on vient mettre la petite vis ici, et là ça va être la plus petite clé. La deuxième, hop. Et on n'a plus qu'à caler tout ça. Hop là. Voilà. Avec le porte-bobine vers l'arrière par rapport à la machine. Alors, dernière petite chose à faire. On prend le câble ici, on vient, et alors attendez, on va venir le coincer dans cette partie là, clac, ensuite on le coince dans l'autre petite partie qui est plus haute, hop, et on vient brancher ici, clac. Voilà, donc ce gros boîtier, c'est la gestion de tout ce qui va être électronique, qui va nous emmener vers ce câble là. Et bien écoutez, je pense qu'on a tout fait, presque. Il nous reste une dernière petite chose à faire. Enlever la protection d'écran. Et tourner l'écran. Et voilà. La machine est montée. Alors, on va quand même avoir une petite chose à faire, c'est de regarder cette histoire de plateau qui bouge. The next day. J'ai reçu un message de Geekbuying qui m'a renvoyé vers 2 vidéos de Creality. Une pour régler le plateau, en fait, pour régler ce problème de plateau qui bouge. Et une autre pour une autre vidéo qui explique comment changer le plateau. Donc ça m'a permis de voir qu'on pouvait en fait changer le plateau assez facilement. Si jamais la première méthode de réglage ne marche pas, il faudra enlever le plateau. Et ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait bien un réglage de tension via une vis derrière, à l'arrière de la machine, pour régler la tension de la courroie du plateau. Bref, première méthode, essayer de régler le problème du plateau sans le démonter. Donc on enlève la plateforme magnétique. Faites bien attention d'attendre que votre plateau soit froid pour éviter de vous brûler. Sachant qu'il y a quand même un truc que je trouve pas très pratique, en tout cas quand on reçoit une machine qui n'est pas nickel. Sur la plupart des nouvelles machines, dès que vous l'allumez, et en fait ça part dans tout un tas dans une procédure de réglage, de vérification. Donc là la machine elle a tout vérifié, les axes, machin, elle a fait ses vibrations, ses compensations de vibrations, elle a fait aussi un leveling du plateau. Alors super, faire un leveling du plateau avec un plateau qui est complètement bancal comme ça. Regardez hein, le bruit que faisait le plateau pendant que ça faisait la procédure.
Je suis pas sûr que ce soit idéal, donc enfin, quoi qu'il arrive, il faudra que je refasse la calibration du plateau. Bref, ça a fait chauffer le plateau, ça a fait tout un tas de trucs, donc là j'ai attendu que le plateau refroidisse, et je vous invite à faire la même chose. Car il va falloir enlever ces deux petites pièces en caoutchouc ici. Ça va nous permettre d'accéder à des vis de réglage. Alors c'est pas super facile à enlever. Hop. Et d'un et de deux. Et donc là, on accède à 4 vis. 2 grosses sur la gauche et 2 plus petites sur la droite. Donc ce qui est indiqué sur la vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo en description, ça peut toujours servir. Déjà, il faut que j'allume la machine, parce qu'en fait il va falloir faire chauffer le plateau. Et donc il nous conseille de chauffer le plateau à 95 degrés. Super pratique, sachant qu'on va venir dévisser les vis ici, etc. Donc il va falloir faire bien attention à pas venir se cramer les doigts sur le plateau. Je trouve pas ça super pratique. Je préfère quand même largement les boulons asymétriques qu'on peut serrer ou desserrer sous le plateau. C'est quand même vachement plus pratique. Mais bon, c'est leur choix. Ils ont fait cette espèce de système et on va voir au moins si ça marche. Vous allez voir que la procédure est vraiment très spéciale. Je comprends pas trop en quoi ça va resserrer les roues du plateau, mais bon. Moi je suis bête et discipliné, je vais suivre la procédure et on va voir si ça fonctionne. Donc je définis la température du plateau à 95, bah maintenant faut patienter que ça chauffe. Je vous retrouve quand le plateau est monté à 95. A few moments later. Ok, on est parti. Donc là, mon plateau est à 98 degrés. Il est monté assez vite, hein, je dirais en 2 minutes à peu près. Alors il était à 45 jusqu'à 95. Voilà, et ben écoutez, on est parti. Ça chauffe bien, je vais faire attention à mes doigts. Alors, la méthode préconisée par la vidéo de Creality, c'est d'abord de dévisser les grosses vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, on les dévisse bien. Hop. Ensuite, on passe à la deuxième. Super, l'outil chauffe. Tac. Voilà, j'ai bien dévissé les deux vis. Ensuite, les petites vis, on va les dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pas le même... Ah, c'est pas la même clé. Super. Non, c'est pas la même clé. C'est pas la bonne non plus. Alors attendez, j'ai pas la bonne clé pour dévisser. C'est quoi ce délire? Alors le problème vient pas de l'outil, on a le bon outil, c'est juste que le problème vient de la vis. Il y a une vis qui est un peu bousillée, qui a son pas de vis un peu bousillé, du coup j'ai dû aller chercher une autre clé Allen qui a l'air de... Non, bah non, j'ai cru, mais en fait non. Eh ben ça va être pratique. Non, c'est pas possible. Autant sur celle-là, je peux visser et dévisser. Donc la procédure en tout cas, c'est de dévisser la petite vis, puis de la revisser jusqu'à ce qu'on ait un petit peu, que ça force un petit peu, et ensuite on la redévisse sur un quart de tour. Et maintenant on resserre la grosse vis à fond. Alors je pense qu'il y a des ressorts. Ouais, c'est ça en fait. Ce que vous allez pouvoir voir. Vous voyez ici,
et un ressort. Donc je pense qu'en dévissant les vis, on libère la plaque sur laquelle est les roues, ce qui permet de rapprocher les roues du rail. Et c'est comme ça qu'on règle. Donc maintenant, je dois resserrer complètement la petite vis dans le sens anti-horaire. Le problème, c'est que comme j'ai pas pu dévisser complètement, j'ai pas pu dévisser du tout la petite vis qui était là, bah, j'ai pas pu libérer la plateforme avec le ressort. Donc je pense que mon plateau... Et alors là, je suis censé tester, sauf que mon plateau est à 95 degrés. Je vais éviter de le prendre à pleine main. Alors, est-ce que le réglage d'une seule vis sera suffi? Eh ben non, bien sûr que non. Bon, j'ai trouvé un autre tournevis. Hop, comme ça, là ça a l'air de marcher. On recommence. Je défais les grosses vis. Ok, les grosses vis sont dévissées dans le sens anti-horaire. Ensuite, je dévisse les petites vis dans le sens horaire. Ok, la petite vis est dévissée. Allez, celle-là. Yes. Ok, tout est dévissé. Parfait. Donc maintenant, je revisse dans le sens anti-horaire les petites vis. J'y vais à fond. Et ensuite, j'enlève un quart de tour. Enfin, à fond, on ne serre pas trop quand même. Anti-horaire, je visse. Jusqu'à ce que ça force un peu. Je défais un quart de tour. Ensuite, je viens visser à fond mes grosses vis dans le sens horaire. Et la deuxième dans le sens horaire. Hop, je serre à fond. Je serre à fond. Et ensuite, je reviens serrer à fond dans le sens anti-horaire mes petites vis. Hop là. Qu'est-ce que ça dit? Ça ne bouge plus. Parfait. Eh bien écoutez, au moins si vous avez le même problème que moi, si vous recevez un plateau qui a la tremblote, et bien maintenant vous savez comment régler le plateau sans avoir à le démonter. Plus qu'à faire refroidir mon plateau, à remettre les petits embouts en caoutchouc et à continuer le test. Alors je vous montre juste une chose, la petite vis qui est là, qui sert à tendre la courroie. Voilà, c'est une vis qui se visse dans une partie plastique dans laquelle il y a la molette qui tient la courroie, et du coup quand vous vissez, ça rapproche la partie plastique du dos. Quand vous dévissez, ça l'éloigne et ça vous permet de tendre la courroie. Et je pense qu'on a la même chose ici pour la courroie X. Le plateau est redescendu en température, du coup je peux remettre mes petits caches. Faites attention, il y a un sens. Vous voyez, là il y a une partie plus épaisse. La partie plus épaisse se met du côté de la petite vis, la partie plus fine de la côté de la grosse vis. Du côté de la grosse vis. Et voilà, on remet le plateau. Toc. Et on va pouvoir repartir sur la présentation de la machine. Nous voici donc sur l'écran d'accueil. Si on veut augmenter la température de la buse, on clique sur la buse et on rentre la valeur qu'on veut. Pareil pour le plateau. Alors ici on a
une petite icône qui doit nous indiquer, j'imagine qu'il n'y a pas de filament, icône caméra, puisque la machine a une caméra intégrée, et l'icône du Wi-Fi, qui là est en grisé, parce que pour l'instant je n'ai pas mis en place le Wi-Fi. Ici, c'est là qu'on va accéder aux fichiers qui sont en interne sur la machine et à la clé USB, ainsi qu'à l'historique d'impression. Ensuite, les réglages, donc là, déplacement, plus ou moins. Ici, c'est pour désactiver le blocage, pour bloquer ou débloquer les moteurs. Le déplacement de Z. Au niveau du matériel, c'est là qu'on va pouvoir extract, rétract, ça va nous permettre d'insérer le filament ou de l'extraire. On peut aussi éditer le filament, dire quel type de filament c'est, est-ce que c'est du PLA, etc. Définir la couleur. Et on peut aussi définir la fourchette de température. Voilà, et on peut aussi définir la pression dynamique et cooling, c'est c'est les ventilateurs. Hop. Ensuite, ici, on va avoir les paramétrages, donc la luminosité de l'écran, quand est-ce que l'écran s'éteint, le langage, etc. Bref, tout un tas d'informations système. On va pouvoir aussi vérifier la version du firmware, ce qu'on fera une fois que j'aurai connecté la machine au Wi-Fi. Alors on peut éteindre et allumer la lumière qui se situe sous la tête d'impression, et on peut aussi éteindre la lumière du logo. Est-ce que le logo est illuminé? Le réseau, c'est là qu'on va pouvoir se connecter en Wi-Fi. Et enfin la caméra. Caméra setting. Est-ce qu'on permet les timelapse ou pas? Vidéo list, c'est là où on va avoir toutes les vidéos qui seront enregistrées en local, ou peut-être sur la clé USB. Et ensuite on a ce petit bonhomme là, c'est OK, donc des informations, wiki online manuel, la maintenance, OK, donc là c'est de la vérification, hop, l'historique des erreurs, le report des erreurs, etc., etc. Je me connecte en Wi-Fi et ensuite on va pouvoir lancer une impression, parce que je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas une mise à jour à faire. Je vous montre juste où se trouve la caméra. Donc voilà, est ici. On a un petit cache. Hop. Donc petit cache qui va en fait, si on met le cache, ce que verra la caméra sera trouble. Et si on l'enlève, eh ben, ce sera net. Et on voit qu'il y a une lumière au niveau de la caméra. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par faire des impressions internes à la machine avec le filament qui nous a été fourni. Pour moi, l'instant, on va commencer sans utiliser le système CFS. On va juste tester la machine toute seule. Et alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai plusieurs tubes TPFE. Est-ce que c'est celui-là qu'on met ici? Ça me semble long, mais bon. Hop. Hop. Alors ensuite, on insère ici. Et c'est parti. Quand le filament est bien inséré, vous avez une lumière bleue qui s'allume ici. Et maintenant, on va gérer le filament. Donc le filament, c'est de la marque Creality, Hyper PLA, couleur blanche, même si ça a peu d'importance.
Ok. Parfait, ok. Donc là j'ai bien mon filament PLA. Et maintenant je vais, si je fais extrude, il va faire chauffer la tête. Ici on peut voir que le moteur d'entraînement du filament tourne. Est-ce qu'on a du filament qui sort? On a bien du filament qui est sorti. Et là on voit que l'imprimante a été testée avec du filament noir avant l'envoi. Alors, il avait inséré le filament et là, hop là, il a enlevé le résidu de filament et il a terminé. On va pouvoir lancer une impression. Et du coup, ici, on avait encore du résidu de noir et sur la fin, on peut voir qu'on a notre filament blanc. Alors, pour l'impression, on vient sur le petit dossier et là, on va choisir une impression. Alors, bloc PLA, je sais pas ce que c'est. Wheel logo. Waste box, ça c'est pour récupérer justement les petits déchets. On a un couvercle de tête d'impression, donc c'est, semblerait-il, pour remplacer ça. Ok, est-ce qu'on a un benchy? Alors, on n'a pas de benchy, par contre on a un test de haute vitesse. Bon, bah écoutez, je vais imprimer ça en espérant que j'ai suffisamment de filaments. Multicolor System Undetected. Oui, bah oui. Pas de souci. C'est parti. 187 minutes, 53 mètres de filament. Est-ce que j'ai 53 mètres de filament? On verra bien. Allez, c'est parti. Alors, j'ai un peu oublié que j'avais dit que je devais refaire une calibration du plateau. Et là, vous voyez, on n'a pas de bouton stop. Bah oui, je sais pas comment j'arrête mon impression. C'est quoi ce délire? Ah, si, ok, on clique sur le... Et là, je fais stop. Alors c'est original parce que quand je suis allé dans le menu et que je lui ai demandé de vérifier le firmware, il m'a dit que le firmware était à jour. Et là, maintenant que j'ai arrêté l'impression, et ben en fait il me dit qu'il y a un nouveau firmware. Et que du coup je peux mettre à jour le nouveau firmware. Bah écoutez, on va mettre à jour le nouveau firmware et puis on fera la calibration du plateau après. A few moments later. La mise à jour est faite, le plateau est calibré, c'est parti, on va pouvoir imprimer. Alors c'est quand même original qu'on n'ait pas de benchy dans les tests d'impression. Allez, on est reparti sur la Wastebox. Alors à chaque fois, déjà quand il a fait la calibration du plateau, et puis là avant de lancer l'impression, et ben en fait il vient tout en haut pour checker l'horizontalité de l'axe X. Et alors là ça a été très faible, mais quand il a fait la calibration du plateau, une fois qu'il avait fait ça, hop, il est remonté d'un cran pour en fait compenser la différence. Alors il nous annonce 3h06 d'impression. Bon, je m'en doutais un peu, avec le petit rouleau de filament qu'il nous avait donné, on n'aura pas fait long feu. Voilà, bah ça prouve que la détection du filament marche bien. Donc on va recharger avec du Creality blanc hyper série, qui je pense doit être la même chose que la petite bobine qu'ils nous ont envoyée. Alors, hop là. Quand ça va arriver au niveau de l'extrudeur, hop, petite lumière bleue qui s'allume. Voilà.
le fil. Extrude. Ok. Il a déplacé la tête, j'espère qu'il va revenir au même endroit. Une fois qu'il va redémarrer. Ok. Il charge, on voit que la bobine tourne. Il nous éjecte un petit caca. Il recommence. Ok. On revient en arrière. On revient en arrière. Est-ce qu'il redémarre automatiquement? Résume. Voilà, comme ça vous avez vu. Comme les boutons pause, play, stop sont pas directement sur la première page, il faut cliquer là et ensuite venir cliquer sur le bouton ici et faire résume. Et il est reparti. Et voilà, il aura fallu 3h18 pour imprimer notre bac à déchets. Et je dois bien avouer que la qualité de surface est vraiment sympa. On va passer maintenant à l'impression du classique Benchy. Donc je suis passé par Orca Slicer pour slicer le Benchy. Et là, il s'imprime à peu près en 35 minutes. Et encore une fois, on se retrouve avec une impression tout à fait qualitative. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, vraiment, alors quelques petits soucis sur les porte-à-faux comme d'habitude. Voilà, content de ce petit Benchy, pas trop de défauts au niveau de la courbure de l'avant du bateau. Ensuite, j'ai imprimé le cube de calibration XYZ pour voir les tailles. Donc on est bien sur du 20 mm en Y. Au niveau du X, on est aussi sur du 20 mm. Et au niveau du Z, on est aussi sur du 20 mm. Donc très bonne précision au niveau des dimensions pour cette machine. On va passer maintenant au test habituel du vase, donc impression en vase mode, le but étant de faire une impression la plus haute possible pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur la hauteur, sur l'axe Z. L'impression s'est faite en 1h47 et l'impression est nickel. Au niveau sonore, l'imprimante est assez discrète. Voilà, on est à peu près à 66-67 décibels. Maintenant qu'on a vu que l'imprimante toute seule imprimait vraiment bien, bonne qualité, etc., et ben on est parti pour installer le CFS. Alors, petite chose que je trouve pas top, c'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça quand même pas top, c'est que le seul manuel qu'on a pour le CFS, c'est ce manuel-là, et dessus, vous avez juste le descriptif du matériel, le descriptif du CFS avec les différents éléments, et puis une page qui vous dit, allez sur le QR code avec votre téléphone, connectez-vous à Creality Cloud, ou alors allez sur votre PC pour récupérer le manuel. Voilà, donc, dans ce petit bouquin, on a zéro information sur comment installer notre CFS. Je trouve pas ça top quand même. Hein. Surtout que quand on va sur le site, l'installation du CFS unique, d'un seul CFS, ça prend une page. Bref, on va avoir besoin de ceci. On va avoir besoin de ceci, c'est du scotch double face. Et on va avoir besoin de ceci. Alors,
Les petites choses intéressantes quand même. Ça, c'est le buffer. Donc on va venir attacher sur le côté ici. Et l'avantage qu'il a, c'est que en fait, vous avez 4 entrées ici. Donc ça veut dire que vous avez déjà le matériel pour pouvoir rajouter d'autres CFS. Là, on va en brancher qu'un, mais imaginons que vous en rachetez un deuxième, un troisième. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil supplémentaire. Vous avez déjà l'appareil pour brancher plusieurs CFS. Ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a deux câbles, parce qu'il y en a un qui va permettre de brancher le CFS sur la machine. À quel niveau? Où est la prise? Elle n'est pas là. Bah, ici, à côté de la prise USB. Et l'autre va se brancher sur le buffer. Ok, et bien c'est parti. On va déjà coller le buffer. Choup. Tchac. J'aurais préféré qu'il soit vissé, mais bon, surtout qu'en plus, on a les deux trous pour pouvoir le visser. Mais bon, c'est pas le cas. J'espère que ça va tenir le coup. Hop. Donc ensuite, on prend le tube TPFE, tac, et on vient le brancher là. Il est super long. Est-ce que je peux pas en utiliser un moins long? Si j'en utilise un moins long, est-ce que ça va marcher? Parce que là... Bah, le problème en fait avec les tubes TPFE super longs, c'est que quand vous changez de couleur, il faut que la couleur revienne jusqu'au CFS, et du coup plus cette partie-là est longue, bah, plus le changement de couleur va mettre de temps. Donc là, si je le mets comme ça, que je mets ma machine comme il faut, est-ce que la longueur ça va? Bah oui, s'il est juste à côté, la longueur ça va. Donc on va rester sur ce tube court. J'ai récupéré le tube en fait qui était avant sur le porte-bobine, parce qu'en fait sur le porte-bobine j'ai mis pareil, j'ai mis un tube TPFE plus court que j'ai récupéré. Voilà, dans les pièces que j'avais à côté. Bref, donc au niveau des câbles, on a deux types de câbles. Un court avec, vous voyez, un coude. Le coude, vous venez le brancher sur le buffer. Tac. Et ça, vous le branchez. Waouh. Ouais, bah... Le premier CFS, vous n'avez pas intérêt à le brancher trop loin de la machine. Donc hop, je le branche sur la prise qui est à gauche. Bon après je l'ai peut-être mis un peu haut mon buffer. Mais bon, ça tient, ça tient. Et ensuite on vient brancher l'autre prise qui est plus longue, qui n'a pas de T. Et on vient la brancher ici. C'est là. À l'aveugle, c'est pas pratique. Bon, ok. Ah, forcément, j'essaie de le brancher à l'envers. Tac. Voilà. Et maintenant... Est-ce que je vais avoir assez de longueur, là, par contre? On branche... Waouh. Excusez-moi de vous dire que ça ne marche pas. Ah. Bah non. C'est quoi ce délire?
Ah, ok. Ok. Alors, je vous explique. En fait, celui qui est en haut, c'est pas un bloqueur de tube. Le bloqueur de tube, il est dans la partie qui bouge. Donc, faut remonter la partie qui bouge. Vous appuyez un peu, il y a un ressort. Et après, vous amenez. Tac. Et là, ça vient se bloquer à l'intérieur. Et du coup, cette partie-là va vous servir, si vous voulez débrancher, à appuyer dessus. Vous remontez complètement, vous appuyez dessus. Et en appuyant dessus, ça appuie sur celui qui est à l'intérieur, qui permet de le tube TPFE. Ok. Eh ben, on m'a l'air bon. Alors, il y a quand même un truc qui est intéressant. J'espère que ça va fonctionner. Parce qu'en fait, ici, et qu'est-ce que je fais là? Les câbles qui sont emmêlés dans tous les sens. Non, c'était bien en fait. C'est parce que je suis en train de tourner le CFS. Bref, ici, vous avez une prise pour brancher un transformation d'alimentation. Donc, est-ce que c'est pour prévoir par rapport à une installation différente ou sur une autre machine? Je ne sais pas, mais là en tout cas, je n'ai pas de transformateur de livret avec le CFS. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Tout est bien, les câbles, c'est bon. Tout va bien. Hop. Et ben on va pouvoir tester. Et on est parti pour l'impression en multicolore. Alors, pour cette première impression, on va avoir besoin de blanc. Donc là, j'ai pris du filament Creality qui est sur bobine carton. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça pose autant de problèmes que sur la MS2 Bambulob. Ça là, c'est pas mal ça. Le petit tube TPFE là. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. On a le rouge qui arrive jusqu'à la tête. Ok, ça éjecte du filament. Là, ça tourne. Ça nous renvoie du filament. Et vous voyez là. Bon, là, vous voyez plus parce qu'il a fini. Hop, ça redescend et ça remonte. C'est le buffer. Ok, il a coupé le filament. Je sais pas ce qu'il allait nous faire là comme petit truc au fond à gauche. Donc il rembobine le rouge et normalement il ramène le blanc. Donc là, il nous a éjecté du rouge. Donc là, il faisait la tour de purge. Et il est parti sur le blanc. Maintenant, il fait la deuxième couche de blanc. Et une fois qu'il aura fini la deuxième couche de blanc, il va aller nous chercher le rouge.
Allez, on le laisse faire et on reviendra voir un peu plus tard. On récupère notre Fidget Toys en fin d'impression. Donc là, il va attaquer le jaune pour faire les dernières couches en jaune, avec bien sûr du blanc aussi. Au final, notre impression aura duré 1h33, avec donc 3 couleurs différentes. Alors après, beaucoup de couches en blanc, hein. Donc peu de déchets et peu de temps de changement de couleur. Au niveau de la manipulation, une fois qu'on a cassé les petits supports à l'intérieur, rien n'a l'air d'être soudé. Le mouvement se passe bien. Hop, on fait les deux autres angles pour vérifier qu'il n'y a pas de soudure de plastique. Et tout tourne bien aussi à ce niveau-là. Il est maintenant temps d'imprimer un batch de pièces. Donc voilà, là j'imprime 4 pièces différentes, avec plus de changements de couleur, pour voir ce que ça donne. Donc ce sont des petits Octoroks, ces petits ennemis qu'on retrouve dans Zelda. Les changements de couleur se passent bien. Les couleurs n'ont pas l'air de se mixer les unes aux autres. Alors évidemment, ça crée plus de déchets que mon premier test, parce qu'il y a plus de changements de couleur. Vous pouvez voir du fil d'ange au niveau de la tour de purge, on y reviendra après. En tout cas, je suis très content de la qualité de ces petits Octoroks. Regardez-moi la qualité au niveau des courbes. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Peut-être un petit peu en dessous, mais ça c'est classique. Donc, non, très qualitatif. Je suis passé ensuite à une impression compliquée que j'ai toujours eu du mal à imprimer sur mes autres imprimantes. C'est Ray the Manta Ray, qui est une Ray Manta imprimée avec cette espèce d'effet côte de maille. Et sur la plupart même sur toutes mes imprimantes, à chaque fois que je l'ai imprimé, en fait ça se décollait. En tout cas, sur cette impression, on a eu un petit souci, même plusieurs soucis, spécifiquement sur le filament violet, et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème vient de ceci. Vous voyez ces profilés plastiques là, ces reliefs en plastique, qui sont là pour guider la bobine de filament, pour éviter qu'elle bouge en latéral. Et ben c'est bien, mais quand vous prenez des bobines qui sont assez étroites, comme les bobines de chez Sunlu, et ben en fait ça frotte. Ça, quand j'entraîne avec la main, ça tourne, hein, mais n'empêche que ça génère du frottement. Et je pense que c'est ce qui a provoqué la défaillance à chaque fois du filament violet sur l'impression de ma petite Ray Manta. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai eu des arrêts avec la même erreur. J'ai dû en avoir au moins une vingtaine sur le nombre de couches qui restait à faire. Alors par contre, ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est que l'impression est vraiment nickel et on n'a aucun trait de démarcation. C'était ce qui me faisait un peu peur. Donc à chaque fois que j'ai bougé un peu la bobine, et puis ça a fini par repartir, et à chaque fois c'est reparti comme il faut. Ça a imprimé mon violet, ça a imprimé du blanc, ça a réimprimé du violet, puis au bout d'un certain temps, ça s'est remis à bloquer, et j'ai dû de nouveau intervenir. Donc le point positif, c'est que quand l'impression s'arrête, qu'elle se met en pause et qu'elle redémarre, et ben en fait ça ne laisse pas de marque, ça c'est très très bien. Le point négatif, c'est que si vous utilisez des filaments avec des bobines trop étroites, ça génère du frottement,
et du coup vous risquez de vous retrouver dans une situation où votre impression va s'arrêter régulièrement, il va falloir intervenir dessus, ce qui n'est pas terrible. Il faut savoir que sur cette impression-là, ça s'est arrêté pendant la nuit, et donc la machine est restée pendant 4-5 heures, donc en laissant le plateau chauffer, même s'il ne chauffe pas très fort, ça consomme de l'électricité pour rien. Mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée que si vous avez une coupure de courant et qu'il reprend l'impression en cours, normalement ça ne devrait pas laisser de marque. Et ça, c'est pas le cas de toutes les machines. Voilà. Et nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. Alors, après l'impression de Raymonta, j'ai fait une autre impression, un nouveau batch d'impression avec ces petites pièces là, ces petits pandarous. Et donc là j'en ai imprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'un coup. Ça a pris à peu près 16 heures je crois, avec pas mal de déchets. Et tout s'est bien passé. Voilà, là les 3 bobines rentraient bien dans le CFS, il n'y avait pas de problème de frottement, j'ai eu aucun arrêt intempestif, l'impression s'est bien déroulée de bout en bout. Donc voilà, c'était juste pour vraiment conclure sur cette histoire avec le CFS, que si vous utilisez des bobines trop étroites, eh ben ça peut poser problème. Puisque quand on utilise des bobines qui vont bien, tout se passe bien. Si je continue sur le CFS et sur les bobines, l'avantage qu'il a par rapport à l'AMS de Bambu Lab, les bobines carton, ça passe nickel, sans aucun problème. Et même certaines bobines qui ont un diamètre plus gros, comme les SOVB, eh bien elles passent nickel aussi grâce en fait au système. Déjà le boîtier est plus grand et ils ont mis un système ici de pièces plastiques montées sur ressort, et du coup vous pouvez mettre des bobines plus grandes, mais comme il y a le ressort, ça a quand même tendance à les bobines plus étroites à les ramener vers le bas, donc ça fonctionne très très bien. La machine en elle-même, comme on l'a vu sur la première partie de la vidéo, elle imprime très très bien, la qualité, il n'y a pas de souci, tout va bien à ce niveau-là. Est-ce que je vois des défauts sur la machine en elle-même? Écoutez, à vrai dire, non. Je trouve que la gestion des câbles est très chouette. Le fait que le moteur sur l'axe X soit un peu, ne soit pas complètement sur le côté, ça nous fait gagner de la place, et puis peut-être que ça fait gagner de la stabilité. Je sais pas, double moteur Z. Voilà. Au niveau de la tête, alors j'ai pas essayé de la démonter, mais il y a quand même des vis à enlever, donc ce sera un démontage moins simple que certaines autres imprimantes quand vous voulez changer la taille de la buse. Le plateau, super. D'habitude avec les Creality, je passe sur des plateaux dorés parce que leur plateau accroche pas bien et tout. Là, vous voyez, j'ai réussi à faire cette impression là que j'ai réussi à faire sur aucune autre de mes imprimantes. Sans mettre un raft, enfin en imprimant directement comme ça. Donc vraiment l'accroche plateau est super. Petit point qu'on n'a pas sur les autres imprimantes, et qui me fait vraiment penser que Creality, c'est peut-être des copieurs, mais qui regardent les défauts chez la concurrence et qu'ils essayent de résoudre ces défauts et d'amener des petites nouveautés. Ici, on a un capteur RFID. Donc ça vous permet de passer votre bobine Creality et du coup elle va être détectée automatiquement dans la machine. Et la machine saura détecter directement quel type de filament c'est et que c'est un filament Creality, et du coup elle s'adaptera en fonction. Donc même quand vous avez une bobine à l'extérieur, évidemment vous avez le même système dans le CFS. Mais là ça vous permet de le faire à l'extérieur. Au niveau du CFS, les points positifs, donc déjà bobine plus grande c'est ok, bobine carton c'est ok, par contre bobine étroite ça n'est pas ok. Ces petits tubes TPE vont guider le filament,
Donc quelle que soit la position du filament, ça va suivre, donc ça évite que ça, des fois ça pouvait bloquer dans d'autres systèmes multicolores, et il y avait aussi parfois un problème d'usure du fait que le filament venait frotter toujours au même endroit. Bah là en fait, je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, quand on regarde le dessous du CMS, du CFS, pardon, on voit que on a ici une visibilité, une petite zone transparente à l'endroit où les filaments vont se croiser. Et ça c'est plutôt bien parce que ça permet de voir s'il y a un petit bout de filament qui est coincé là. Et après vous avez juste à débrancher ici les filaments et à passer un filament par l'arrière pour pouvoir débloquer les choses. Donc ça permet de pouvoir débloquer un petit souci que vous avez d'impression sans être obligé de tout démonter. Après, cette partie-là, s'il y a besoin, elle se démonte. Donc un accès vraiment bien foutu. Voilà, après, l'avantage, vous avez ce buffer avec 4 entrées. Donc si vous avez plusieurs CFS, vous n'avez pas besoin d'acheter des adaptateurs. Vous pouvez en brancher 4 directement avec le buffer qui est fourni avec la machine. Voilà, donc ça c'est tous les points positifs. Bon, je parle pas du prix, mais elle est évidemment à un prix très intéressant, comme d'habitude avec les Creality, et ça reste aussi un point positif quand vous avez un budget un peu serré. Les points moins positifs. Alors, des tubes de guidage qui sont, là j'ai pas utilisé celui qui était préconisé, mais qui sont très très longs. Surtout celui entre le CFS et le buffer. Et alors, on se dit, c'est bien, ça permet de mettre le CFS loin de la machine. Sauf que, vous voyez, ça c'est le câble pour brancher le CFS sur le buffer. Donc en gros, votre machine, elle doit être à côté. Parce que le câble est pas assez long. Et du coup, le problème de ce tube de guidage trop long, c'est que si vous laissez celui-là, à chaque fois que vous changez de couleur, le filament doit revenir jusqu'à cette position-là, et donc du coup il va parcourir tout le tube de guidage jusqu'à revenir ici. Donc plus votre tube de guidage est long, et plus le changement de couleur va être long. Et le changement de couleur, enfin le temps du changement de couleur, ça reste un des gros problèmes de l'impression multicolore, parce que ça rallonge beaucoup le temps d'impression. Donc moi j'en ai pris un plus court, et de toute façon ça sert à rien d'en avoir un plus long, parce que j'aurais pas pu mettre mon CFS plus long. Donc je trouve quand même que ce câble là est beaucoup trop court. Voilà, l'autre câble il est plus long, il n'y a pas de problème, mais celui-là il est vraiment trop court. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau du CFS, tout va bien. À part le problème des bobines trop étroites. Et sinon, l'éjection de la purge se fait bien. La coupe du filament, ça se fait bien. Donc, je vois pas vraiment de points négatifs, en tout cas au niveau de l'imprimante en elle-même. Donc, quoi vous dire? Si vous avez un budget relativement serré, et que vous voulez imprimer en multicolore, jetez-vous sur cette machine. Honnêtement, je suis pas particulièrement fan de Creality. J'ai eu beaucoup de problèmes sur des Creality pendant ma longue histoire de l'impression 3D, sur les CR10, les Ender 3, etc. Mais là, je dois avouer que sur celle-là, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ils ont su voir les problèmes qu'avaient les autres, et ils ont su résoudre ces problèmes. Après, sur la durée, je sais pas. Voilà, là j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire une 60aine d'heures d'impression. C'est un peu limite pour se rendre compte de ce que peut donner la machine sur la durée, mais en tout cas, là j'ai pas eu de perte de qualité. Tout est bien fixé, il n'y a rien qui bouge. J'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous aviez besoin pour faire votre choix. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez profiter des futures vidéos, sachant que la prochaine sera sur la Anycubic Cobra S1, avec aussi un système multicolore.
Je remercie Geekbuying qui m'a envoyé cette machine. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, soyez créatifs.